Jean-Baptiste, 4 ans de présence à l'Agile Tour, en tant qu'organisateur, en tant que sponsor, en tant qu'orateur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, j'ai l'impression d'être vieux déjà, ça passe vite le temps. Ensuite, je sais pas, c'est vrai que toutes ces casquettes, ça rend schizophrène parfois. En tant qu'organisateur passé, c'est beaucoup de boulot pour un résultat qui est grillé en une journée, donc on a l'impression que ça devrait durer plus longtemps. Bon, ça, cette année, j'étais assez content de mettre les pieds sous la table et de profiter de l'organisation, des croissants et du café. En tant que sponsor, c'est toujours délicat parce que quand on est sponsor, on a toujours l'impression qu'on a quelque chose à vendre. Et cette année, c'est vrai que c'était le cas, quoi. Nous sommes un atelier logiciel, donc j'essaie toujours de trouver le juste équilibre entre j'ai des valeurs et j'essaie de vivre par ces valeurs, mais à côté de ça, il faut que je gagne ma vie. Donc c'est l'équipe difficile quand on est sponsor. Alors, en fait, sur orateur, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Ça fait partie en fait de la passion et tu as envie de la partager, mais il faut que tu réussisses à la compacter, à la mettre dans une forme qui fasse que tu passes pas juste pour quelqu'un qui dit faites comme ça et ça marchera, mais pour quelqu'un qui juste dit non, mais je pense que ça peut marcher, j'ai fait des expériences, si on se les partageait, quoi. C'est aussi assez compliqué à ce niveau-là, orateur, je trouve. Et tout en étant crédible. Ça aussi, c'est compliqué. En fait, Arpinum, au début, on n'était pas un atelier logiciel, on était éditeur de notre propre logiciel et on voulait avec ce logiciel en fait montrer ce que ça faisait l'agilité sans concession et surtout extreme programming sans concession. Et on voulait en fait partant de ça de dire vu que voilà on a au moins une application sur laquelle on a tout fait à 100%, que ce soit les pratiques bien sûr de priorisation, producteur, etc. et les pratiques techniques. Voilà, maintenant on fait bien forger là-dessus, on peut venir aider des équipes, on peut accompagner des boîtes pour dire, on est crédible, on l'a fait à 100%. On l'avait fait avant dans d'autres applications, mais jamais complètement à 100%, puis il y a toujours des contraintes. Et on voulait vendre ça. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte qu'éditer un logiciel, c'était pas une sinécure tous les jours, quoi. Donc on s'est rendu compte qu'on en avait un petit peu marre. Et l'accompagnement et le coaching, même si c'est passionnant, ça satisfaisait pas notre envie de coder, en fait. On est développeur, on aime créer des produits. Et donc, en fait, c'était super d'aller dans plein de boîtes, aider des gens, etc. Mais le code nous manquait. Donc l'atelier logiciel, c'est né de ça, en fait, cette idée de ok, qu'est-ce qu'on aime faire et faisons-le. Arrêtons de faire ce qui nous rapporte le plus d'argent actuellement et prenons un risque et faisons ce qu'on a vraiment envie de faire et voyons si on a envie. Donc un atelier logiciel, c'est quoi? C'est une proposition différente du régie ou du forfait, quoi. C'est-à-dire la régie, c'est venir en mode aléatoire dans une équipe déjà formée en espérant qu'on puisse avoir un impact, ce qui marche pas toujours très bien. Et le forfait, ça consiste à fixer le périmètre et le délai, et ça marche pas non plus super bien pour faire de logiciel. Donc c'est quoi l'approche entre les deux? Nous, comme on est assez fan du mouvement software craftsmanship, artisanat logiciel, la métaphore qu'il y a avec, c'est l'atelier logiciel. Donc c'est là qu'on fait des produits pour des clients qui ont vraiment besoin de ce produit, et on applique tout ce qu'on connaît de l'agilité. Donc on fait des itérations courtes, on livre à chaque fois, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de régression. Et c'est ça l'atelier logiciel, c'est acheter une équipe déjà formée, qui s'est déjà bien bossée, pour faire apparaître le bon produit. Et c'est une bande de passionnés, quoi, Arpinum. On fait ça parce qu'on adore ça, quoi. Et c'est ce qu'on va essayer de garder avec le temps. On va essayer de garder cette passion intacte. C'est pas toujours évident, mais on essaye. Comment on peut garder foi dans ces méthodes quand on voit qu'on peut facilement tomber dans des travers extrêmes? C'est vrai que tu en parlais extrême programming. Déjà, rendons-moi à savoir ce qui est à César. Le terme lucragilité, c'est Thierry Cross qui l'a inventé. Je lui ai piqué allègrement parce que je trouve qu'il résume parfaitement cette dérive en fait l'agilité qui a perdu son sens et ses valeurs et qui est juste devenue un outil de contrôle et de pression de plus sur les équipes. Et en fait, l'agilité, c'est qu'un outil. C'est un peu ce qu'on a un peu à perdre de vue. Le but final, c'est quand même de faire des produits, quoi. Mais comme tout outil, il peut être très bien utilisé, et il peut être très mal utilisé, quoi. C'est pas intrinsèquement dans les gènes de l'outil d'être bon ou mauvais. Et c'est vrai que du coup, on a cru remarquer ces dernières années que l'agilité étant devenue mode, quoi. On n'est plus dans ce créneau où on était avant, où tout le monde disait l'agilité, ça marche pas, c'est pas sérieux. Maintenant tout le monde va en faire. Et dans tout le monde, on trouve un certain nombre de gens qui n'ont pas changé fondamentalement. C'est-à-dire, quand vous prenez un petit chef, quand vous prenez un ancien chef de projet acariâtre qui voulait contrôler tout le monde, vous lui filez l'agilité. Il y a dans l'agilité des tas d'outils pour continuer à contrôler et mettre la pression. Et la vélocité, c'est un peu l'incarnation de ça quand elle est mal employée, parce que ça devient un outil qui permet de mettre la pression sur une équipe. C'est de dire, vous avez fait que 7 en vélocité? Non mais c'est 9 qu'il faut faire, quoi. Comment ça se fait que vous ne soyez pas à 9?
Ou alors ça va être pire encore, ça va être des chefs de projet qu'on a croisés qui fixent l'agilité pour l'équipe. La prochaine fois, vous devez faire 9. Et donc là, ça devient vraiment un outil de coercition, parce que ça devient cet outil pour dire vous devez faire ça. Et ça devient presque ce qu'on appelle de la soumission librement consentie. Cette idée en fait que si vous laissez des gens s'organiser pour atteindre un objectif, mais que c'est vous qui fixez cet objectif, vous tombez dans un pattern qui a souvent été observé, que l'équipe va se surengager et faire des heures sup et en faire plus pour atteindre cet objectif-là. Et dans ce cadre-là, la vélocité est un outil de coercition. Alors que la vélocité, à la base, c'était juste un outil de contrôle, de contrôle de planning. C'est de dire, on pensait qu'on ferait tant, bon, on a mesuré ça, bon, et puisqu'on a mesuré ça, on va pas faire des plans sur la comète, on vend notre plan et on enchaîne. Mais la vélocité n'est pratiquement plus utilisée comme ça. C'est devenu comme une mesure de productivité. Et la vélocité n'est pas une mesure de productivité. La mesure, c'est un outil de calibration. Ok, combien je fais rentrer d'histoire la prochaine fois et comment je fais mon plan par rapport à ça. Et la blague par rapport à l'agile avec des majuscules, c'est que du coup, le net, Twitter pullule d'offres d'emploi ou de gens qui disent « je veux un expert agile en majuscules », comme si agile c'était un acronyme sorti de quelque part. D'ailleurs, dans le premier billet, on écrit agile carrément avec des points entre chaque lettre pour encore plus forcer le trait. Et Arpinum, nous en plus, on est assez fan de dire que ce terme « l'agile » ne veut rien dire, puisque agile a toujours été un adjectif. L'agilité. Et l'agilité, on peut être agile, on peut atteindre cet adjectif, alors que si on en fait un nom, on fiche ses possibilités. On transforme ça en un processus comme un autre, et on a oublié que le cœur du truc, c'était juste l'amélioration continue, et se concentrer sur le produit. Du coup, quand on dit qu'on ne fait pas de l'agile, c'est l'agile d'entreprise, l'ultra-agile, quoi, l'agile dans ce sens-là. Parce que oui, nous sommes, et nous pensons être toujours agiles. Nous faisons toujours l'extreme programming à 100%. Mais on a essayé de dénoncer un petit peu cet état de fait où quelqu'un de SS2I qui a suivi une formation certifiante de 2 jours s'autoproclame expert et va finir par coacher une grande boîte et il va faire juste n'importe quoi dedans, quoi. Et c'est pas la faute de l'agilité, encore une fois, c'est qu'un outil, quoi. C'est pas non plus la faute des gens parce qu'ils sont dans leur culture et dans leur manière d'être. Donc la réponse doit être quelque part ailleurs si on veut changer le monde, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment possible au final, quoi. L'être humain est ainsi fait que bon, il y aura toujours ceux qui l'exploiteront mal et il y a toujours ceux qui l'exploiteront bien. Et la limite entre le mal et le bien, en plus, est extrêmement floue, donc c'est difficile de placer la barrière. Nous, on place la barrière juste pour dire, sur un critère simple, si vous mettez des post-it au mur, mais que vos développeurs continuent à faire des heures sup, à pas faire de tests, à faire des livraisons à l'arrache, c'est bon, vous avez rien compris, quoi. Vous avez oublié la concentration sur le produit. Vous avez oublié de dire que ce que vous faites, c'est un logiciel et qui doit être de bonne qualité et qui doit être livré à un client et qui soit satisfait. C'est ça qu'on essaye de mettre en avant. Et il y a des coachs agiles, puisqu'on leur met un peu en plein la tête aussi dans cet article, qui sont aussi très bons. On a vu des excellents. Enfin, je veux dire, au jeu de l'Agile Tour, on allait voir la conf d'Alexis et de Bruno, voilà, ils sont excellents. Il y a la keynote de Régis Medina. J'y suis pas, mais je sais ce qu'il dit dedans. Et voilà, quoi, quand sa grande phrase, c'est si on avait vraiment compris le lean, on parlerait tous de code. C'est des choses assez intéressantes. Donc c'est ça qu'on veut rappeler. Contrer cette mode du non, mais l'agilité, ça parle plus de code, on s'en moque. Mais vous faites des logiciels, les gars, quoi. Faut arrêter de dire que le code, ça n'a aucune importance. C'est juste là qu'on place notre critère. Comment peut-on prétendre à l'amélioration continue pour faire des logiciels si on n'étudie même pas le code ? Les frameworks. Ensuite, c'est un sujet qui nous trotte dans la tête Arpinum depuis un certain temps, parce que ça fait pas mal d'années qu'on nos applications internes, ou dès qu'on peut le faire ça pour nos clients, on essaie de respecter l'approche d'XP qui dit Yagni, c'est-à-dire ne choisis vivant d'Anilith, ne choisis pas ce gros framework tout de suite, avance par pas de bébé, choisis une petite lib par petite lib, et c'est quand vraiment tu auras souffert et compris les limites de tout ça que peut-être ce sera l'occasion de sortir un framework. Donc ça fait plusieurs années que nous on fait du Java sans J2E. Et c'est marrant, on pose la question quand quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'on utilise comme code, on dit Java, ils disent ah JBoss JB. Mais non, on fait du Java. Mais donc JBoss JB. Mais non, on fait du Java. Ça n'a rien à voir, c'est le langage. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on observe cette mode de tout le monde veut un framework pour tout faire parce que c'est plus facile, parce que ça fait plein de choix. Et donc, mais nous, ça fait plusieurs années qu'on dit putain, mais ça n'a pas l'air super utile. Et quand on ouvre le code source de projets qu'on aime bien, comme Fitness, comme ce genre de produit, il n'y a jamais une trace de framework, quoi. Ils spamment le code dont ils ont besoin, ils prennent les livres dont ils ont besoin. Et pour l'anecdote, du coup, en début d'année, je cherchais le sujet de conf à faire cette année aux Agile Tour, après la voix du programmeur. Et je posais la question sur Twitter. Ouais, sur quel sujet vous me voyez cette année ? Et il y a Olivier Azo et d'autres personnes, je sais plus qui ont dit ouais, t'as qu'à parler des gros frameworks. Vu que c'était aussi une des idées qui me trottait dans la tête, je dis voilà, ça veut dire que c'est la presse à faire. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'a monté.
Et le framework, le gros framework full stack, c'est pas forcément quand lui-même il peut être le mal. C'est que souvent il est employé pour pouvoir dire je vais prendre des développeurs complètement inexpérimentés qui savent pas coder, mais comme il y a le framework, ils auront juste qu'à spammer 3 lignes de code à droite à gauche et ça tombera en marche. Et du coup, ça crée un cercle vicieux de développeurs qui n'apprennent jamais vraiment leur métier, parce qu'ils passent leur temps juste à apprendre des manuels par cœur et à jeter le code où ils peuvent, mais sans jamais prendre le recul de c'est quoi les 5 principes solides, c'est quoi une application maintenable. Et quand ces développeurs-là, qui n'ont jamais vraiment appris à développer, deviennent à leur tour chef de projet, quelle est leur réaction de dire bon, ben, je vais faire pareil, je vais prendre des développeurs juniors et je vais leur mettre un framework dans les pattes. Et c'est comme ça qu'en France, et peut-être dans le reste du monde, j'en sais rien, mais je parle pour la France, on a une énorme pénurie de développeurs véritablement expérimentés. Je dis véritablement parce qu'il ne faut pas confondre 10 années d'expérience avec la même année répétée 10 fois. Et on a une énorme pénurie, donc on se retrouve en fait à faire plein de projets super intéressants, mais en jetant dessus des stagiaires qui savent à peine spammer du code, et on espère que par magie ça va tomber en marche. L'outil ne peut pas faire, enfin je pense pas que l'outil fasse apparaître l'agilité, c'est même un des grands concepts de l'agilité, il faut commencer par faire les choses à la main, pour bien comprendre toutes les contraintes, bien comprendre nos propres valeurs, pour ensuite pouvoir en toute connaissance de cause, c'est marrant le lapsus, choisir l'outil adapté en fait. Donc l'outil peut, à mes yeux, pas faire apparaître l'agilité. Alors peut-être que ça peut faire naître des vocations, tiens c'est marrant ce refactoring, c'est marrant cette extract méthode, qu'est-ce qui se casse derrière cette logique? Mais j'adore ce conseil vieux comme l'agilité qui consiste à dire non, vous n'avez pas besoin d'un outil à la base, vous avez juste besoin d'abord de vous imprégner de ce qu'on essaye de faire, livrer plus souvent un logiciel qui fonctionne, essayez de le faire à la main. L'intégration continue, commencez par faire un script shell qui fait votre intégration continue, et quand vous aurez souffert avec le script shell parce que ça y est, vous avez complètement atteint les limites, ok, il sera peut-être temps de se dire je sors un Jenkins, je sors un TeamCity, je sors un Travis ou ce genre de choses. C'est comme le refactoring, je trouve ça super intéressant de commencer à essayer de le faire sans outils. De dire qu'est-ce que c'est toutes les étapes élémentaires qui font un extract méthode. On est tellement habitué maintenant à spammer un raccourci et c'est fait tout seul, qu'on a tendance à oublier qu'un extract méthode, ça commence par analyser la méthode, comprendre ce qu'elle traite comme variable dedans pour savoir ce qui seront les paramètres, qu'est-ce qui sera sa sortie. Ah, si elle a 2 sorties, comment je fais pour réussir à en tenir quand on n'est plus qu'une? Une fois que j'ai fait ça, ah ok, il faut que je fasse apparaître des variables locales qui vont être mes futurs paramètres. Ensuite, c'est bon, je peux prendre le corps de la méthode, le copier-coller ailleurs, et ensuite, je peux venir remplacer l'ancien bout de code par l'appel de cette méthode. Voilà, toutes ces étapes à la main, c'est ça un extract méthode. Et je trouve ça super intéressant d'avoir appris à le faire comme ça, étape par étape, avant de trouver un outil qui le fasse automatiquement. C'est un peu cette idée de Ken Beck de, avant de pouvoir aller vite, il faut savoir aller lentement. On ne peut pas griller des étapes, on ne peut pas passer de A à C sans savoir que B existait. Ça me semble super important cette démarche. Et par exemple, si on veut s'entraîner à ça, il y a un super outil qui s'appelle cyberdojo.com, qui est un outil pour faire des katas en ligne, et c'est minimaliste, c'est un éditeur de texte. Vous n'avez pas d'autocomplétion, vous n'avez pas l'import automatique de vos classes, vous n'avez pas le refactoring. Ça oblige à aller très très lentement, mais c'est en allant très très lentement qu'on découvre la valeur des choses, et c'est en allant très très lentement qu'on est capable de trouver l'outil qui va résoudre le problème sur lequel on a soupé, quoi. C'est marrant parce que des boîtes qui disent tout de suite je veux l'intégration continue, elles mettent Jenkins en place et elles n'ont pas de test à faire tourner. On est un peu dans ce principe de ouais super, vous avez sorti l'outil, mais comme vous ne saviez même pas à quoi il servait, puis vous n'avez pas essayé à la main, vous passez à côté. Ensuite pour le refactoring, oui bien sûr que je suis un grand fanatique, un grand défenseur d'outils de refactoring le plus puissant possible. Sans vouloir critiquer ceux qui utilisent VI Emacs, le fait est si moi j'utilise IntelliJ IDEA, même si on est d'accord, il pèse plus long en RAM, il met plus de temps à démarrer, tout ça c'est acquis, on est d'accord. Mais voilà, la capacité qu'il me donne de dire je fais un extract méthode et il me dit instantanément après ah au fait ce bout de code que tu as extrait il est dupliqué là, tu voudrais que je les remplace pour toi? Ah ouais s'il te plaît. Ou cette capacité qu'il a par exemple quand on veut extraire, on a une hiérarchie de classe et on voudrait extraire un bout de code qui est dans une classe fille pour le remonter dans la classe mère. IntelliJ IDEA, quand on va faire ça, il va analyser toutes les autres classes filles pour trouver tous les autres endroits où il pourrait utiliser ce bout de code. Et qu'est-ce qui se passe quand on a cet outil? Ça devient tellement facile de faire des refactoring qu'on en fait plus. C'est-à-dire, entre avoir un outil à la main et un outil automatique, c'est que du coup, on va pouvoir beaucoup plus jouer puisque c'est devenu gratuit de faire ce genre de transformation. Et là où avant, j'aurais dit, faudrait que je fasse ce refacto, mais ça me prend une demi-heure, il faut que j'analyse le code, tant pis, je le fais pas. Si c'est gratuit, je le fais. Faut pas se voiler la face, quoi. On est humain. Si quelque chose est dur à faire, on le fera pas. Un test unitaire, s'il prend plus de 10 secondes à tourner, on arrêtera de le lancer. Voilà, c'est comme ça. C'est mesuré d'ailleurs, on est humain. Mais voilà, toujours dans cette démarche-là, ça sert à rien de sortir l'outil. Si vous n'avez pas compris en le faisant à la main, lentement avant, à quoi ça servait. Tu citais JUnit,
pourquoi pas commencer à faire son test dans un main, en essayant de sortir sur la console quelque chose de joli, et ensuite, tiens, dire, c'est quand même vachement plus simple avec JUnit. C'est même une très bonne idée de kata, à la limite, de s'entraîner à refaire des outils comme ça pour voir ce que ça fait et voir ce que ça implique. Je sais pas, par exemple, faire un outil de test unitaire en bash, ça me paraît une idée tout à fait novatrice. Voilà, c'est un peu ça le sens des outils à mes yeux. Mais ensuite, on est geek. On adore les outils, on adore les technologies. Donc, je trouve qu'il faut qu'on lutte contre nos propres propensions à aimer la technologie pour la technologie. Et il faut vraiment qu'on arrive, nous, développeurs, à arrêter de voir la technique pour la technique. Et apprendre à aller lentement. Et apprendre à juger la technologie pour ce qu'elle est. Quelque chose qui doit être à notre service, pas l'inverse. Je vais commencer par le positif. Je ne fais pas tous les Agi Tour de France, hein. Mais pour ceux que j'ai fait, j'étais très content que le développement retrouve sa place. Les Agi Tours ces dernières années, du moins ceux où j'allais, les conférences pour développeurs agiles avaient un peu reculé, quoi. On se retrouvait avec beaucoup de conférences post-it, si j'ose dire, et beaucoup moins de choses qui parlaient des développeurs. Au point que je croisais pas mal de développeurs qui disaient mais je viens pas à l'Agi Tour, c'est pas pour les développeurs. Mais si, ça devrait être pour vous. On a des coding dojo, tout ça, dans ce qu'on avait à Bordeaux depuis le début. Et là, à Toulouse, il y a un super programme pour développeurs. À Grenoble, il y a d'énormes stars de développeurs qui font. Enfin, on a Milford qui vient, quoi. C'est juste génial. Et je suis content. J'ai l'impression que ça va. On redécouvre que le code doit être mis au centre. Et a priori, d'ailleurs, c'est la lettre d'intention pour le J-Tour Toulouse de l'année prochaine, de encore plus se rappeler que l'agilité, c'est du dev à la base et c'est des développeurs à la base. Il ne faut pas l'oublier. Je sais pas si ça a vraiment changé, c'est mon observation à moi. J'ai l'impression que c'est bon, on a à nouveau le droit de parler de code et que c'est pas sale. C'est très très bien ça. Ensuite, sur le rayonnement de l'agilité en général, le JB d'il y a quelques années aurait trouvé ça fantastique parce qu'il aurait trouvé ça comme une caution, une validation qu'il a le droit de parler de tout ce dont il a envie de parler sur le code. Mais encore beaucoup de boîtes considèrent l'agilité comme un truc de post-it pour manager et c'est toujours tabou dans certaines boîtes de parler des pratiques de code. Et là, je pense que il y a encore beaucoup de boulot pour que vraiment... Mais de tous les côtés, pas seulement les managers, aussi les développeurs. Faut aussi nous flageller nous-mêmes. Enfin, on est les artisans de notre propre malheur, quoi. Il y a encore quand même du bail, quoi. On n'y est pas. Je sais pas si on y sera un jour, mais bon, ce serait bien d'essayer plus. En fait, l'agilité n'est pas la silver bullet, puisque l'agilité n'est qu'un outil, encore une fois. Et un outil, il nous fait parfois perdre la concentration sur le but final, qui est de faire le bon produit. Et surtout que l'agilité, voilà, tout le monde en fait un peu ce qu'il veut. Il y a une grande marge de manœuvre sur comment essayer de l'implémenter. Donc en plus, c'est difficile de dire que l'agilité est sur la boulette, vu qu'il n'y a pas une seule forme d'agilité, il y en a une quasi-infinité. Ensuite, il faut avouer que globalement, pour répondre au problème de ce qu'est un développement logiciel, c'est-à-dire faire apparaître un logiciel complexe, enfin un système complexe qui est défini par un être humain chaotique qui doit être implémenté par un autre humain chaotique, j'ai l'impression que si on veut tendre vers une solution qui marche un peu mieux, il faut tendre vers des choses agiles, c'est-à-dire des choses qui prennent en compte ce chaos. Essayer d'ignorer le chaos, essayer d'ignorer le changement, c'est ce que tentent de faire les forfaits, etc. Et ça finit toujours dans les larmes. Donc en fait, l'agilité est un peu coincée entre deux chaises. Elle ne peut pas être mise sur la boulette parce qu'elle est trop variante, mais elle contient je trouve, des notions qui s'en approchent. Mais à côté de ça, il y a un autre gros problème, c'est que pas mal de boîtes, on leur a vendu l'agilité comme la silver bullet, ça va être génial. Et en un mois, super, vous aurez résolu tous vos problèmes que vous aviez ces 20 dernières années. Alors, ça doit être un travail dingue, en fait, de réussir une transition vers l'agilité. Donc là aussi, peut-être que nous, prosélytistes de l'agilité, on a peut-être raté notre travail, à vouloir convaincre tout le monde. On a passé plusieurs années à dire à tout le monde, c'est génial, ça va marcher. Et du coup, pour essayer de rassurer le chaland, on n'a pas dit à quel point c'était dur de devenir agile. Et peut-être qu'on a le retour de bâton là en fait. Plein de boîtes laissent tomber l'agilité en disant ça marche pas parce qu'ils étaient tellement persuadés que ce serait super simple alors qu'en fait c'était hyper dur. Bah voilà, ils disent on n'en veut plus. Et on a peut-être tué notre propre création. Alors, on verra, mais c'est récurrent maintenant d'avoir des boîtes qui disent j'ai essayé et j'ai pas réussi. Alors, bien sûr, ils n'ont pas vraiment essayé, c'est la question de Bruno Sbill ce matin sur ah ouais, t'es expert agile, vous livrez tous les combien vos itérations font combien de temps 3 mois. Ouais, bon là, normalement, si vous êtes agile, vous savez qu'il y a un problème. Mais de leur point de vue, ils ont essayé. Et voilà, c'est peut-être notre part de faute à nous, comme je disais, de ne pas avoir assez prévenu que c'était dur. De ne pas avoir assez prévenu que fallait s'accrocher, quoi. Mais que le jeu, bien sûr, on valait la chandelle.